On attend Madame Assef ou pas? On n'attend pas Madame Assef. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Domitille Bonnefoy, donc directrice des réseaux à la Creux. Je vous souhaite tout d'abord la bienvenue et je vous remercie pour votre participation à ce 29e Forum Smart Grid organisé par la Creux. Alors, c'est le 29e, donc ce n'est pas encore le forum anniversaire. On a hâte d'avoir le 30e. Mais c'est quand même un forum qui est particulier, et il est particulier à deux titres. Bon, il est consacré aux véhicules électriques, et le premier forum Smart Grid qui avait été organisé par la Creux en 2010 était déjà sur les véhicules électriques. Donc nous revenons aujourd'hui sur ce thème. Et deuxième raison pour laquelle il est particulier, c'est que ce forum Smart Grid a l'objectif de lancer des travaux que la Creux entend mener au cours de l'année 2018 sur cette question des véhicules électriques et de manière générale de la mobilité propre. Donc pourquoi avoir déjà travaillé sur le sujet en 2010 et y revenir en 2018 ? Les choses sont bien différentes. En 2010, le véhicule électrique, ça concernait essentiellement des flottes de collectivités territoriales ou des flottes de grandes entreprises privées comme La Poste. Mais les contraintes sur l'autonomie, sur la recharge, rendaient quasi impossible, on va dire, le développement au niveau des particuliers. Donc depuis, le progrès technologique est passé par là, et notamment l'apparition de la batterie lithium-ion qui a permis de lever quand même une bonne partie des contraintes sur l'autonomie et sur la recharge, et aussi sur l'usure des batteries. Donc on est aujourd'hui dans un contexte bien différent de celui de 2018. Il y a une volonté très forte affichée par les pouvoirs publics sur le développement du véhicule électrique, avec les objectifs de la loi de transition énergétique, les objectifs du plan climat, et aussi des collectivités territoriales, Paris en premier, qui annoncent des objectifs très volontaristes sur le développement, je ne sais pas si c'est le développement ou le déploiement des véhicules électriques. Les constructeurs automobiles, qui ne sont pas les acteurs avec lesquels la Creux a forcément habitude de travailler, mais qui eux aussi affichent de grandes ambitions sur le véhicule électrique. Tous ont aujourd'hui deux véhicules dans leur gamme, mais surtout prévoient dans les prochaines années d'en lancer un nombre significatif de nouveaux, et donc l'offre va se multiplier. Les bornes de recharge aussi aujourd'hui sont en phase de déploiement et sont de plus en plus nombreuses, et viennent donc lever cette contrainte sur mais comment je vais faire pour recharger mon véhicule. Aujourd'hui, les chiffres ne manquent pas. On a un développement du véhicule électrique avec tous les ans une croissance à plus que 2 chiffres du nombre d'immatriculations de véhicules électriques en France. Alors la France, on a toujours l'impression qu'on est en retard sur ce sujet, mais en fait, on est quand même le deuxième marché le plus dynamique en Europe sur le sujet, après la Suède. Donc aujourd'hui, on est vraiment à un tournant, et surtout à l'aube, on va dire, d'une nouvelle ère avec un développement massif des véhicules électriques. Et il nous semble que cela pose des enjeux majeurs et qu'il est important que la Creux, entre guillemets, s'en empare pour construire avec l'ensemble des parties prenantes des solutions qui permettront un développement ou un déploiement harmonieux. Le premier enjeu, c'est faciliter le déploiement des véhicules électriques. Alors, quand on parle de la Creux et donc des réseaux d'électricité, faciliter le déploiement des véhicules électriques, c'est avant tout faciliter leur raccordement. Comment s'assurer qu'à la fois sur le domaine public, pas leur raccordement, le déploiement des bornes de recharge, pardon. Donc, et le déploiement des bornes de recharge à la fois sur le domaine public, donc dans les parkings, dans les stations-service et plus simplement dans la rue, et aussi dans le domaine privé, que ce soit des habitations individuelles ou dans l'habitat collectif. Donc aujourd'hui, il est important de se poser la question de quelles sont les solutions de raccordement dans toute leur diversité, et comment faire en sorte que toutes se déploient et qu'elles puissent toutes coexister. La question du comptage aussi est importante derrière cette question de la recharge des véhicules électriques. Ça, c'est un peu on va dire le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est que le véhicule électrique va être un utilisateur du réseau. Alors, en termes de volume d'énergie, on sait que ce ne sera pas forcément des volumes énormes, mais par contre, en termes d'appel de puissance, là, la question peut être différente. Et donc, comment faire pour que le développement des véhicules électriques se fasse dans un contexte, on va dire, optimisé du point de vue des réseaux, et qu'on arrive à envoyer les bons signaux, par exemple, pour inciter à la recharge intelligente et à la limitation de la contribution des véhicules électriques à la pointe. Ça, c'est le deuxième sujet, entre véhicules électriques en tant qu'utilisateur du réseau. Et je dirais que le troisième enjeu, c'est que le véhicule électrique, ce n'est pas seulement un utilisateur du réseau, c'est aussi une capacité de stockage. Et donc, que peut-on faire de cette capacité de stockage, et quels sont les services que le véhicule électrique peut rendre ? Alors, à la fois
à l'utilisateur. On parle là de véhicule to home ou véhicule to load, c'est juste pour traiter de la défaillance, mais aussi plus généralement quels sont les services que le véhicule électrique peut rendre directement au réseau. Donc là, les questions de véhicule to grid. Donc on voit que les enjeux sont majeurs, sont importants, et la Creux a souhaité, dès cette année, engager donc, un processus de concertation assez large visant à, d'ici la fin de l'année, permettre à la Creux de prendre des orientations, des recommandations sur ce sujet. Donc voilà, j'ai un petit slide qui présente un peu le programme de travail tel que nous le voyons à ce stade. Donc on a déjà commencé à rencontrer les acteurs de manière bilatérale pour on va dire, alimenter notre réflexion. Beaucoup d'entre vous nous ont déjà sollicités. Pour ceux qui ne l'ont pas fait et qui souhaiteraient le faire, n'hésitez pas, on est à votre disposition. Et ces rencontres bilatérales nous permettront d'alimenter plusieurs ateliers de travail qu'on organisera à la Creux. Donc le 15 mai sur les questions de raccordement et de comptage, le 22 mai sur les questions d'impact réseau et marché du véhicule électrique, et enfin le 4 juin, parce que comme je le disais tout à l'heure, l'objectif ce n'est pas de traiter que du véhicule électrique, mais bien de la mobilité propre dans son ensemble, la question du GNV et de l'hydrogène. Donc à la suite de ces ateliers, on souhaite lancer probablement à l'automne une consultation publique sur la question de la mobilité propre et aboutir, comme je le disais tout à l'heure, à des recommandations de la Creux sur le sujet d'ici probablement la fin de l'année. Voilà, je crois qu'en termes d'introduction, j'en ai déjà dit pas mal, et je vais laisser la parole aux intervenants qui nous font le plaisir d'être là ce soir pour présenter leur propre expérience. Je les en remercie, et donc je vais passer la parole donc, à Didier, qui a la lourde tâche, donc qui est directeur technique, chef du département technique. Je t'ai promu, tu vois. De toute façon, il n'y a plus besoin de présenter Didier, donc je renonce à te présenter. Didier Lafaille, qui a la lourde tâche de me piquer ma place, et en plus d'animer ce forum ce soir. En plus, c'est enregistré. Merci, Domitille. Merci pour cette introduction. Vous avez pu voir peut-être que les dates avaient changé. Certaines personnes, je pense, dans l'Assemblée, avaient déjà connaissance des dates des ateliers. Les dates ont changé parce que malheureusement, on s'était positionné sur les dates où la SNCF est en grève. Donc on a souhaité déplacer ces ateliers à des dates où normalement ils ne devraient pas être en grève. Donc on va commencer ce débat, si vous voulez bien, avec Monsieur Yannick Pérez. Donc vous êtes maître de conférence en sciences économiques à l'Université de Paris-Saclay et chercheur associé à Centrale Supélec. Vous travaillez notamment sur la mobilité électrique. Comme l'a rappelé Domitille, le premier atelier de la CRE, ou du moins le premier forum de la CRE, était sur le véhicule électrique il y a à peu près 8 ans. À l'époque, c'était plutôt de la science-fiction. Je ne sais pas si monsieur et madame tout le monde avaient conscience de ce qui allait se produire. Alors, mes questions, monsieur Pérez, ou ma question, c'est aujourd'hui, monsieur et madame tout le monde se sentent concernés. Je ne sais pas si vous avez une boule de cristal, mais comment expliquer cette évolution et à quoi s'attendre dans les années qui viennent? Et notamment, on annonce 4 millions de véhicules à l'horizon 2030. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez un micro. Je vous passe la télécommande. Bonjour à tous. Alors, en général, on demande à l'économiste de faire quelque chose qu'il ne sait pas faire, qui est de prévoir le futur. Donc, généralement, ce qu'il dit, c'est qu'il y a plusieurs futurs, comme ça, il ne prend pas trop de risques. Et dans les évolutions futures, je vais m'appuyer sur d'autres économistes qui sont peut-être dans la salle, qui ont publié en début d'année le bilan prévisionnel du développement des infrastructures RTE, pour ne pas les nommer. Dans leur scénario pessimiste concernant le véhicule électrique, ils prévoient 4 millions en 2035. Donc 2030-2035, ça semble raisonnable. Et dans le scénario optimiste, 16 millions. Alors, en tant qu'économiste, en général, on étudie la borne inférieure et la borne supérieure. Donc, j'ai bien peur que 4 millions semble raisonnable, puisque même un opérateur comme RTE pense que 2030-2035, pourquoi pas. Alors, on va essayer de recadrer et d'expliquer cette évolution. Pour ma part, je vais utiliser une technologie moyenne. Donc, si c'est entre 4 et 16, à la louche, on devrait tourner aux alentours d'une dizaine, ce qui devrait largement suffire à changer en profondeur la mobilité traditionnelle. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est en gros, entre 2008, 2010 et maintenant, qu'est-ce qui a principalement changé? Le coût des batteries a principalement changé.
C'est-à-dire que quand on est aujourd'hui en 2018, on peut considérer que le prix des batteries a été allez, divisé par 4, divisé par 5, et on s'attend sur les prévisions raisonnables pour dans une paire d'années que cette division soit par 10. Donc si on divise le prix d'une batterie par 10, ça rend l'objet plus désirable, puisque moins c'est cher et plus on va avoir tendance à en utiliser. Premier facteur agréable. Et deuxième facteur agréable, on peut mettre plus d'énergie dans une taille plus petite, ce qui est le deuxième graphique, la deuxième courbe qui monte et qui laisse à penser qu'on va pouvoir avoir des tailles de batterie moins imposantes, donc plus faciles à déplacer. Donc si c'est moins cher, moins lourd et plus efficace, bon, théoriquement, ça devrait être des facteurs positifs pour un développement 2020-2030. Alors 2030 n'est pas dans les charts, donc je ne sais pas ce qui s'y passera, mais la tendance est assez positive dans les deux sens. Pourquoi ça marche bien? Traditionnellement, dans l'industrie automobile, qui est un peu éloignée de l'industrie électrique traditionnellement, mais la convergence est en train de s'opérer, on compare les coûts privés et les coûts sociaux. Donc dans les coûts privés, quand j'achète un véhicule, je regarde son prix, combien il va consommer au kilomètre, combien ça va me coûter en réparation, combien ça va me coûter en entretien, à quel prix je vais pouvoir le revendre, combien ça me coûte en assurance, en kilomètres parcourus, en risque, etc. Et je prends en compte les externalités. Je ne prends pas en compte les externalités, ou alors je suis vraiment un super, hyper rationnel agent avec des motivations personnelles à un niveau tel que à côté de moi, il y a le Dalai Lama et c'est tout. Donc, bon. Pour les êtres humains normalement constitués, les externalités positives ou négatives, déjà on ne sait pas ce que c'est. Et puis on a une estimation vague en se disant un véhicule thermique, ça fait 3 tonnes de CO2 à l'année. La tonne de CO2 est à 5 euros. Bon, ça ne va pas être bien grave ce que j'émets dans l'atmosphère. Donc ça, c'est pour le 0,01% des gens qui ont fait un cursus d'économie, qui ont compris les externalités positives et négatives et qui se disent que dans leur consommation, il y a éventuellement quelque chose qui ressemble à ça. Évidemment, au niveau de la société, on va faire des calculs qui s'appuient là-dessus. Et puis, on va essayer de voir si on peut essayer d'internaliser les externalités positives. C'est-à-dire, si on se dit que les véhicules électriques font quelque chose de bien qui n'est pas rémunéré, peut-être que l'État pourrait faire quelque chose pour réduire le coût d'achat ou de possession ou n'importe quel de ces éléments qui sont ici pour rendre l'acquisition d'un véhicule électrique plus sympathique. Alors, certains valorisent le couplage avec le photovoltaïque, certains valorisent le fait qu'un véhicule électrique, ça émet moins de pollution sonore. Alors évidemment, il faut mesurer quelle est la pollution sonore et lui donner un prix, ce qui n'est pas facile. Il faut imaginer que ça peut réduire la facture pétrolière et que ça augmente l'indépendance énergétique du pays. Là aussi, il faut mettre un prix. Alors, quand j'économise 50 000 barils, je m'expose de combien d'euros en moins face à ce problème. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont assez difficiles à mesurer, mais on sait que le diesel n'est pas très très bon pour la santé, on sait que le véhicule électrique est un petit peu meilleur en termes de pollution locale, et certains essayent de mesurer plus ou moins finement ces contributions positives. Et ensuite, le gouvernement va prendre des décisions ou pas en termes d'internalisation de ces externalités positives ou négatives et met en place une politique visant à rendre le véhicule électrique plus ou moins accessible. Certains pays ne le font pas, d'autres le font de manière extrêmement intensive. On étudiera peut-être dans la deuxième partie de la table ronde le cas de la Norvège, qui est le modèle de déploiement réussi d'une flotte massive de véhicules électriques en peu d'années. Et on verra que implicitement, la société valorise très très fort les externalités positives et pénalise très très fort les externalités négatives. Et donc le gouvernement norvégien met des niveaux d'incitation pour le déploiement d'une flotte de véhicules électriques qui est tout à fait spectaculaire. À la fin, qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre des cas concrets. Ces données concernent l'année 2013, donc ça date un petit peu, mais l'idée générale est assez simple. Vous avez ici 3 pays qui sont comparés, la Norvège, la France et l'Allemagne. À l'époque, en Allemagne, il n'y avait pas d'aide à l'achat. Et en Norvège, il y en avait, et en France, il y en avait.
Quel est le but du jeu? On essaye de mesurer deux véhicules équivalents. Ici, c'est une Clio et une Zoé. Et on regarde le coût d'achat, le coût d'usage, les taxes, etc., etc. Et on se dit, voilà, en Norvège, je fais mon calcul sur 4 ans et rationnellement, évidemment, le coût d'achat est bien plus important. Sans les taxes, il serait ici. Avec l'aide, il revient ici. Il y a un petit peu moins de consommation en termes de kilomètres. On enlève les taxes, on enlève la TVA. Et on se retrouve avec un consommateur rationnel qui dit si je roule en électrique, c'est moins cher que si je roule en thermique. Et bizarrement, dans ce pays, on vend beaucoup de véhicules électriques. C'est bon. Peut-être qu'ils sont bizarres ou peut-être qu'ils savent faire des mathématiques assez simples, comme combien ça me coûte et combien ça me rapporte. En général, dans tous les pays, il y a des consommateurs qui sont capables de faire un petit calcul comme ça. Puis s'ils n'y arrivent pas, il y a des journaux spécialisés qui leur expliquent que regardez, le coût total de possession fait que basculer de l'un à l'autre peut être intéressant. Pour la France, on n'est pas loin, mais on n'y est pas. Sauf si on rajoute une prime à la casse. Si on rajoute une prime à la casse, alors là, le cumul des aides diverses et variées nous amène à peu près à soit une parité, soit un petit peu en dessous. Donc, dans le cas du marché français, on n'est pas très très loin d'avoir une structure réellement incitative, mais on ne l'a pas tout à fait. Le cas allemand, on comprend bien qu'en 2013, le véhicule électrique n'est pas une priorité germanique, puisqu'il n'y a pas d'aide à l'achat. Et la seule économie que l'on réalise, c'est sur le coût comparé de l'achat de pétrole, de gasoil versus le prix de l'électricité. Donc, un consommateur rationnel peut être amené à choisir un véhicule électrique si la politique publique qui l'organise l'amène à rendre cette acquisition moins coûteuse que son équivalent thermique. J'espère que je ne vous ai pas tous contraints au suicide. Si ce n'est pas le cas, je dirais que la principale explication qui fait que les gens achètent un véhicule électrique aujourd'hui en fonction des pays se simplifie dans ce tableau. Merci, M. Pérez. Vous nous avez parlé beaucoup de coûts, de mesures. On en vient à un autre sujet qui est lié justement aux coûts et aux mesures, c'est le comptage, où il faut compter. Donc pour ce faire, on a invité Yasmine Assef, qui est alors programme manager et expertise service énergétique pour le groupe Renault, que je remercie, d'autant plus que Renault faisait partie des premiers intervenants lors du premier forum de la CRE sur le véhicule électrique. Donc la question du comptage se pose. Où va-t-on compter ? Est-ce qu'on va compter au niveau du réseau, au niveau de l'infrastructure de recharge? Est-ce qu'on va compter au niveau de la borne? Est-ce qu'on va compter au niveau de la prise? Est-ce qu'on va compter au niveau du véhicule, pourquoi pas? Ou au niveau de l'opérateur de la mobilité, par exemple? Où va-t-on compter demain? Merci, Monsieur Lafaye. Avant de commencer, je tenais à remercier la CRE pour son invitation. Alors, où est-ce qu'on va compter? Vous allez voir qu'au niveau du groupe Renault, on est assez pragmatique, donc la réponse en découlera. Avant de démarrer, Yannick a fait une présentation du contexte et je pense que Madame, vous avez fait également. Je suis arrivée un peu en retard, désolée. Comment ça marche? Hop. Je voudrais quand même apporter une perspective d'un constructeur automobile dans le domaine du véhicule électrique. La photo que vous voyez là, elle a été prise il y a quelques semaines à Flins. Ça représente le 100 millième Zoé produite dans l'usine de Flins. Alors, elle est assez sympathique, on l'aime bien. 100 000 Zoé vendus. Pour moi, qui peut avoir des lunettes d'électricien et d'énergéticien, ça représente, oui, effectivement, 1,2 gigawatts de capacité, à peu près une tranche nucléaire. Ça représente 3 gigawattheures d'énergie accumulée, donc de stockage. Ça a de la valeur. Donc, là, on a déjà les yeux qui brillent. Et donc, on voit l'importance finalement de l'intégration au réseau. Et de plus en plus, on voit le fait que le véhicule électrique n'est pas une contrainte, mais ça sera bientôt une solution pour le réseau électrique si on fait du pilotage intelligent, donc si on fait du smart charging, véhicule to grid. Donc ça, c'était mes lunettes j'allais dire, oui, d'électricien. Et là, je vois 100 000 batteries sur eau.
c'est génial. Ceci étant dit, là où je voudrais vraiment attirer votre attention aujourd'hui, c'est que c'est pas que ça. Le véhicule électrique, c'est avant tout une expérience client réussie. Et on est ravis de cette expérience client réussie. Et on voudrait que dans le futur, ça continue. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire une autonomie accrue. Donc là, on parle pour la Zoé de 300 km réels et d'autres constructeurs arrivent, apportent plus. Nous, on travaille également sur plus d'autonomie. Ça représente un plaisir de conduite. Alors, c'est un peu irrationnel peut-être. Mais croyez-moi, je ne sais pas combien d'entre vous conduisez ou avez conduit des véhicules électriques. Il y a un réel plaisir entre l'absence de bruit, donc le silence, l'accélération. C'est vraiment sympa. Donc, si vous n'avez pas encore fait cette expérience, il faut le faire. Venez me voir. Et on a toujours également pensé à l'itinéraire ou au parcours client qui soit simplifié. Donc là, on parle d'une recharge simple, rapide, simple parce qu'aujourd'hui, avec un cordon mode 2, on sait se charger. Rapide, on sait faire du 22 kW, on sait faire du 43 kW. Donc, on amène un certain nombre d'éléments pour le client pour que cette expérience soit réussie. Et tout ça dans un coût maîtrisé. Donc, voilà, les coûts, que ce soit des externalités ou des vrais coûts, on travaille dessus. Et l'ensemble des sujets Smart Charging, Vehicle to Grid qu'on va traiter, qu'on va aborder, ont pour principal objectif de réduire ce coût total de possession dont parlait Yannick. Donc, retenez ça, vous allez faire sûrement des solutions très intelligentes de Smart Charging, des solutions très innovantes de Vehicle to Grid. Si l'expérience client n'est pas là, ça risque de ne pas marcher. Donc ça, c'était un peu pour mettre le contexte. Décidément, j'ai du mal. Donc, encore une fois, les sujets comptables sont importants. Donc, je vais illustrer ça avec deux expériences qu'on a eues au niveau du groupe Renault. C'est des expériences récentes. On travaille sur le sujet véhicule électrique depuis 2009, mais ces expériences-là ont lieu en 2016-2017. Donc, le premier en Allemagne, on s'est dit, et si on achetait de l'énergie moins chère directement au niveau du marché spot, qu'est-ce que ça rapporterait comme gain pour le client final? Donc, on a fait ce qu'on a appelé une expérimentation de smart sourcing. Donc là, c'est directement, on achète sur le réseau, sur la bourse, pardon, et on alimente le client via cet achat d'énergie. Donc, globalement, on a démontré qu'on peut gagner 50% sur la facture de la charge. Super. C'était très bien. Là où on n'a pas trouvé de modèle économique, c'est qu'en Allemagne, il n'y a pas encore de compteur communicant, de smart meter, il n'y en a pas. Donc, il a fallu installer ça et il a fallu en plus faire du sous-comptage au niveau de la borne, ce qui a fait ajouter 2 coûts supplémentaires. Donc, on a fait ce travail-là avec notre partenaire de Mobility House en Allemagne. Donc, 2 coûts supplémentaires qui a fait que le client final, si on mettait tous ces coûts les uns avec les autres, n'y gagnait pas. Donc, on n'avait pas d'équation économique. Donc, l'expérimentation a duré 12 mois et s'est terminée fin 2016. Quelque chose d'autre, une autre façon de faire du smart charging, là c'est plutôt vraiment du pilotage de la recharge, cette fois-ci avec notre partenaire Jedlix aux Pays-Bas. Il s'agissait là de vraiment piloter la charge pour apporter des services au réseau électrique. Et je vois notre collègue de Jedlix au bout de la salle. Bonjour. Il s'agissait donc d'apporter des services au réseau. D'apporter des services au réseau et en particulier aux fournisseurs électriques, ce qui permettra d'équilibrer sa zone de contrôle. Il y a des compteurs intelligents aux Pays-Bas, déjà. C'est le premier point. Deuxième point, pour faire ce travail, on a utilisé entièrement la connectivité de la voiture. Donc, on contrôle la voiture non seulement au travers la borne, mais directement la voiture à travers sa connectivité. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de bornes connectées, ce qui fait qu'encore une fois, on réduit les coûts. Et là, on a une vraie équation économique. Donc, l'application Z2 Smart Charge est disponible aux Pays-Bas depuis décembre 2017. Il s'agit d'une application très simple qui vous permet de rentrer 3 informations. À quelle heure je pars,
quel est mon niveau d'autonomie minimum dont j'ai besoin. Et qu'est-ce que je dis d'autre? Je pense que je dis si je veux faire du smart charging ou si je ne veux pas faire du smart charging. Donc là, je branche ma voiture, je vais me coucher et le lendemain, j'ai un certain nombre de gains. Donc les gains sont en euros directement sur le compte du client final. Donc, ne serait-ce que ces 2 points montrent l'importance de plein de choses, mais entre autres du comptage. Et donc, la chance qu'on a en France, c'est le déploiement de Linky qui amène une partie effectivement de la solution qui est le comptage intelligent au niveau de la maison. Alors, pour revenir maintenant à la question de M. Lafarge, où est-ce qu'on doit compter? On comptera là où ça fera le plus sens. On utilisera les infrastructures existantes. Ça, c'est la réponse générale. Si les compteurs existent déjà dans les bornes, tant mieux. Ça, c'est le contexte général. Soyons pragmatiques. Ensuite, si on veut aller un peu plus loin que le pragmatisme simple, on va parler ici de 2 cas d'usage. Premier cas d'usage, ce qu'on a appelé le smart billing. Il s'agit vraiment de compter l'énergie consommée par la voiture et de pouvoir le refacturer ou le facturer. Deuxième cas d'usage, les services réseau. Donc, les services réseau, c'est sûrement, il y aura d'autres éléments qu'il faudra compter et pas seulement le kilowattheure. Donc, dans le cas du premier, du smart billing, je vais donner un exemple pour illustrer un peu le propos. Il s'agit de l'employé qui a une voiture de fonction, une voiture électrique, et qui doit donc faire des notes de frais tous les jours, ou tous les mois, ou tous les X temps, de l'énergie qu'il a consommée chez lui. Aujourd'hui, ça se fait manuellement. Dans certains pays, il y a des bornes de charge qui s'en occupent avec des systèmes centrales qui calculent tout ça. Très bien. La mesure est faite au niveau de la borne. Si je rappelle, l'objectif initial, c'est de dire, bon, à la maison, est-ce qu'on a besoin d'apporter une borne intelligente et très sophistiquée qui a un coût élevé? Sûrement pas, si on sait compter dans la voiture. Donc, comptage dans la voiture ou sous-comptage dans la voiture de la charge permettrait de réduire pas mal le coût. Et on va mener un certain nombre d'expérimentations pour voir ce qu'on a déjà dans la voiture, pour voir ce qu'il faut apporter à la voiture pour que ce comptage soit plus précis. Éventuellement, on n'en sait rien, mais on voit une réelle valeur dans ce sujet de comptage dans la voiture, dans le domaine privé. Dans le domaine, alors ensuite, le cas équivalent, c'est les personnes qui ont leur voiture électrique qui vont se charger au bureau. Aujourd'hui, pas mal d'endroits, on ne paye pas la charge. Demain, on le payera peut-être. Donc là, pareil, un comptage dans la voiture peut énormément apporter. Le cas des copropriétés, qui est déjà un cas difficile malgré le droit à la prise. Aujourd'hui, la première personne qui aura une voiture électrique et qui essaye finalement d'avoir l'installation de sa borne au niveau de la copropriété, galère. Donc, j'ai l'impression que tu as vécu ça. Mais en tout cas, c'est assez difficile. Donc, je ne dis pas que le comptage dans la voiture va régler le sujet, mais c'est un élément parmi d'autres et ça peut énormément simplifier. Ça, c'était pour le domaine privé. Dans le cadre du domaine public, on parle de plus en plus de la recharge au niveau de l'éclairage public. Un certain nombre de personnes arrivent avec des câbles, avec des compteurs à l'intérieur des câbles. Pourquoi pas? Ça dépendra des coûts. Mais là, pareil, la voiture permettra de faire ce comptage-là. Donc, bon, la question, c'est, quel que soit le lieu, quelle que soit la borne, donc la voiture est un élément qui bouge, donc quel que soit le lieu, il faudrait qu'on puisse avoir ce comptage, et pas seulement si la borne est connectée, la borne est intelligente, la borne a un compteur, etc. etc. Dans d'autres cas, il y a des situations sur lesquelles on a un comptage de tête au niveau d'une rue, d'un quartier, je ne sais quoi, et ensuite on voudrait faire du sous-comptage encore une fois. Nous pensons que ça fait sens pour éviter d'installer beaucoup d'équipements. Et c'est aussi un prémisse de comment on va compter demain la recharge inductive. On n'y est pas encore, donc c'est peut-être prématuré d'en parler là, mais
La recharge inductive, ben là, pour le coup, on n'est pas branché, on n'est pas immobile et on va se charger en roulant. Donc, un comptage dans la voiture pourrait vraiment faire sens. Donc ça, ensuite, le cas des services au réseau. Dans le cas des services au réseau, il faut compter l'énergie, mais il faudra certainement aussi compter la puissance, le courant, la tension, éventuellement la fréquence, etc., etc. À quelle mesure ou quelle rapidité, ça c'est différent. Donc là, la voiture peut amener quelque chose, mais un compteur certifié, le compteur communicant, Linky ou autre, est sûrement nécessaire également. Le seul message ici, c'est faisons simple, n'ajoutons pas beaucoup d'équipements supplémentaires. Voilà. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un compteur pour le GRD, plus un compteur pour RTE, plus un compteur pour le constructeur automobile, plus un compteur pour les CPO ou ceux qui gèrent les bornes de charge? Point d'interrogation, je ne pense pas. Donc, le sujet du on-board metering, on est sûrement au début. On ne l'a pas complètement traité. Et, la certification MID, parlons-en. Donc, les ateliers seront là pour ça. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Est-ce qu'il faut un standard spécifique? Sûrement, pourquoi pas. Encore une fois, on ne sera pas les premiers dans le domaine du ferroviaire. Il y a déjà un certain nombre de standards pour le comptage on-board. Et on pourrait s'en inspirer s'il faut. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Merci, Madame Yassef. Alors, vous nous avez parlé beaucoup de services au réseau. Il y en a un qu'on va peut-être un peu développer. C'est celui, en matière d'équilibrage. Que peut offrir ce véhicule électrique, du moins cette batterie au réseau? Et pour nous présenter ce qu'a expérimenté PSA et Direct Energy dans le cadre du projet Green Motion, nous avons invité Louis Dupéry, qui est directeur de l'innovation chez Direct Energy, qui va nous présenter justement cette expérimentation. Bonjour à tous, le temps que ça charge. Toujours pas. Merci. Je ne sais pas comment le prendre. Donc bonjour à tous, ravi de vous présenter un petit peu Direct Energy. Donc Direct Energy, je vais parler au nom de tous les partenaires du projet, du consortium que vous voyez là. Et je vais détailler un tout petit peu ce qu'on fait, les objectifs du projet et ensuite quelques points. La première chose qu'il faut retenir, c'est, on parle beaucoup de voitures électriques. Ce qui est important, c'est le consommateur. Une voiture électrique pour le consommateur, c'est une batterie mais entourée de roues, d'un volant, et donc il va se servir comme un véhicule pour aller d'un point A à un point B. Pour le réseau électrique, c'est une batterie, il se trouve qu'il y a des roues autour et c'est un énorme potentiel de flexibilité pour le réseau électrique. Mais au final, le point commun et le plus petit dénominateur commun de tout ça, c'est le client. Et donc, le projet Green Motion, c'est un consortium de plusieurs acteurs qui va justement essayer de définir, donc le projet dure sur 2 ans, a été lancé l'année dernière, donc on est en plein dedans, et qui va expérimenter avec des consommateurs résidentiels et des consommateurs tertiaires, des dispositifs à la fois de flexibilité et de services qu'on va rendre au système, mais également et surtout qu'on va rendre aux consommateurs. Donc en quelques mots sur ce schéma qui vous résume, j'espère simplement, ce que font chaque acteur, ce qu'il faut retenir, c'est que au milieu de la batterie, donc avec le consommateur, tout ça, c'est une chaîne de valeur qu'il faut qu'on définisse et justement sur laquelle il faut qu'on définisse où positionner le curseur et où est la valeur et comment aller l'optimiser ou en tout cas la chercher. Donc, en quelques mots, il faut évidemment des consommateurs, donc Direct Energy et PSA ont recruté des consommateurs, 50 consommateurs pour le segment résidentiel, et puis un consommateur tertiaire qui dispose de 15 bornes pour le segment B2B. Newvie, que vous voyez au milieu, met à disposition une borne pour le secteur résidentiel, et puis Enel fait la même chose pour le secteur B2B. Newvie, par ailleurs, a un rôle global de supervision et de pilotage des bornes en commun avec Direct Energy.
Et puis PSA, évidemment, fournit à la fois les véhicules et tout le dispositif qui va avec. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, a recruté le consommateur tertiaire. Et enfin, évidemment, il faut installer des bornes. Et donc, ProxyServe, que vous connaissez certainement par ailleurs, installe les bornes de recharge. Donc, en résumé, 50 clients, des bornes unidirectionnelles pour le secteur résidentiel et des bornes bidirectionnelles pour le secteur tertiaire. Et avec tout ça, on va aller on teste des différents dispositifs pour aller optimiser, en tout cas chercher ensuite optimiser la valeur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller adresser les différents mécanismes de marché qui existent aujourd'hui, donc qui vont de l'approvisionnement, donc ce qui est marché de l'énergie, à la capacité et encore au-delà au réglage fréquence, au réglage primaire. Puisque plus on s'approche du temps réel, plus on rend des services au réseau et donc plus ceux-ci sont valorisés. Évidemment, pour faire cela, il faut un système d'information global qui va envoyer les informations. Et si je prends le cas extrême en termes de réactivité pour le réglage fréquence qui envoie des informations en temps réel et qui récupère des informations en temps réel, puisque le réglage fréquence, c'est de répondre en quelques secondes à une sollicitation en fréquence du système électrique. Donc c'est évidemment très compliqué en tant que tel, et donc il faut le système d'information qui va bien et la réactivité qui va bien. Et puis derrière, il y a évidemment une batterie. Et donc il faut également définir quel est l'optimum pour la batterie d'être sollicitée dans le cadre de ces mécanismes. Encore une fois, je le redis, ce qui est important, c'est le consommateur. Donc si on veut, entre guillemets, jouer pour le réseau électrique sur ces différents mécanismes, il faut évidemment impliquer, c'est la même chose que ce qu'on peut voir sur l'effacement, notamment le chauffage électrique, il faut évidemment impliquer le consommateur dans tout ça. Et dernier point, et non des moindres, une fois qu'on a dit tout ça, quelle est la chaîne de valeur ? Comment on définit le business model ? Comment est-ce qu'on répartit la valeur entre les différents acteurs ? Et encore une fois, ce qui est important, c'est qu'un des acteurs, et non des moindres, c'est le client. Donc comment est-ce qu'on l'incite ou pas ? Comment est-ce qu'on lui explique ce qu'on fait grâce à lui et à quel point on participe à la transition énergétique et à l'essor des véhicules électriques ? Donc tout ça, ce sont les enjeux. Et comme je l'ai dit en introduction, l'approche des différents partenaires du consortium, c'est de proposer, notamment à la Creux, que je remercie pour l'organisation de ce forum, comme tout le monde, de proposer des éléments concrets, d'apporter des éléments concrets au débat. Donc on en a déjà quelques-uns, on en aura évidemment au fur et à mesure de l'expérimentation. L'idée, c'est de tester et d'éprouver un petit peu à quel point on peut, à partir du cadre réglementaire actuel, à partir du cadre technique actuel, à partir des consommateurs et des offres qu'on peut leur proposer, comment est-ce qu'on peut aller chercher la valeur et qu'est-ce qu'il faut déplacer, comment est-ce qu'on doit pousser les murs si on doit les pousser pour optimiser la valeur. Pas par principe de changer les règles pour changer les règles, mais si on doit changer les règles, qu'est-ce que ça apporte avec des éléments concrets en termes économiques, en termes techniques, etc. Et évidemment, comment est-ce qu'on rend tous ces services ensuite aux consommateurs. Et puis, comme vous le voyez, je crois qu'on en parlera un tout petit peu après. Là, on parle beaucoup de véhicules to home, véhicules to grid, donc pour les acronymes, véhicules à l'intérieur du logement et donc tout ce qui est flexibilité à l'intérieur du logement et notamment smart metering si besoin, etc. Et pour tout ce qui est V2G, notamment réinjection, mais il y a aussi la mobilité puisque, encore une fois, une voiture, si on met le réseau de côté, c'est une voiture électrique, c'est une voiture et donc elle est mobile et donc il y a des problématiques de mobilité. Et donc pour un petit peu finir et donner quelques perspectives qu'on est en train d'évaluer, le consommateur, ce qu'il veut pour un client B2C, et puis je vous laisserai transposer le cas d'usage pour le client B2B, parce que je crois qu'on est un petit peu contraint en temps. Ce qu'il veut, c'est que sa voiture soit rechargée. Donc si je caricature un tout petit peu, il arrive le soir chez lui, il veut que le lendemain matin, elle soit rechargée. Et quelque part, il n'en a pas grand-chose à faire de savoir ce qui se passe pendant la nuit, du moment que sa voiture est rechargée le matin et que sa voiture est toujours disponible et que la durée de vie est toujours là. La première chose qu'on fait, je crois qu'on en a parlé juste avant, c'est d'optimiser le coût d'approvisionnement de la voiture. Donc ça, une voiture électrique, c'est une batterie. La première source de batterie, premier poste de batterie aujourd'hui qui existe, c'est le ballon d'eau chaude. Donc c'est un petit peu la même logique. Ça va être l'optimisation
un peu à l'instar de certains fournisseurs qui peuvent le faire désormais avec avec le compteur Linky, ça va être d'optimiser en pleine nuit, donc avec des heures super creuses, la recharge du véhicule électrique. Ça reprend, et ça, je rebondis sur ce qui a été dit précédemment, c'est des choses qui n'étaient pas possibles précédemment, puisque précédemment on ne savait pas avant Linky qu'est-ce qu'on rechargeait jour par jour ou heure par heure, et désormais on peut, puisque Linky compte beaucoup plus précisément en termes de pas de temps. Linky permet également pas mal d'évolutions, mais pas totalement. Deuxième point, donc là j'ai parlé d'énergie, il y a évidemment une valeur capacité, une valeur flexibilité et une valeur fréquence. Le mécanisme de capacité, si on veut parler un tout petit peu de technique, 2 secondes, la voiture c'est une réserve en capacité, on l'a vu avec le chiffre pour les 100 000 Zoé. Aujourd'hui, il y a des mécanismes de capacité qui ne sont pas forcément complètement adaptés. Ça va être un acronyme barbare, mais les heures PP1, PP2, ce n'est pas forcément les heures correspondantes au temps de charge du véhicule électrique. On est plutôt sur du 9h-15h et du 18-20h de mémoire. Non, du 7h, oui, c'est ça. Et aujourd'hui, le mécanisme de capacité doit peut-être être adapté au cas d'usage de la voiture électrique qui vient se recharger au domicile la nuit ou qui se recharge en cours de journée dans le cadre du B2B. Le réglage fréquence, comment ça marche aujourd'hui? Le réglage fréquence, c'est un mécanisme qui venait de la production, qui n'était accessible qu'au site de production jusqu'en avril 2016, si ma mémoire est bonne, et qui désormais est possible pour les sites de soutirage, mais qui nécessite des comptages plus précis que ce que fait Linky, des classes 0,5 et non 1. Donc aujourd'hui, pour faire du réglage fréquence, que ce soit avec une voiture électrique ou avec du chauffage électrique, ce que Direct Energy fait par ailleurs sur le chauffage électrique, il faut installer un deuxième compteur complémentaire, supplémentaire par rapport à Linky, ce qui en soi ne fait pas complètement du sens et n'est pas forcément nécessaire d'un point de vue réseau, mais là, plutôt RTE ou à Enedis de le dire. Je me permets, là, il ne faudrait peut-être pas parler de compteur, mais de dispositif de mesure. Tout à fait. Mais qui dit dispositif de mesure dit où est-ce qu'on le met ensuite, et donc compteur ou voiture, si besoin. Je reprends le point précédent. Donc voilà, évidemment, je ne rentrerai pas ici dans le détail complet, mais si je finis sur le réglage fréquence, le réglage fréquence aujourd'hui, on bide de manière hebdomadaire. On ne va pas forcément aller optimiser la valeur qu'on peut aller chercher. Si on doit avoir le même niveau de proposition vis-à-vis du marché à un niveau hebdomadaire par rapport à un niveau journalier ou même un niveau horaire. Donc voilà, c'est des choses qui sont amenées sans doute à évoluer, mais encore une fois, je le redis, ce qui est important dans toute l'estimation de cette chaîne de valeur, c'est d'avoir des éléments concrets. Je n'ai pas parlé du point de raccordement, etc., puisqu'on en a parlé jusqu'ici, mais en résumé, pour conclure, il faut retenir 3 choses. Première chose, la simplicité pour tout le monde, pour le consommateur, pour l'installation, pour les opérateurs. Deuxièmement, l'évolution des règles, mais avec des éléments concrets. Et troisièmement, le consommateur, in fine, qu'est-ce qu'il en retire? Comment est-ce qu'il participe à tout ça? Parce qu'à la fin, si vous ne proposez pas de manière claire et simple des services aux consommateurs, juste il ne voudra pas jouer. Et donc tout ce qu'on est en train de dire là sur la voiture électrique, c'est un énorme potentiel pour le réseau, etc. In fine, ça doit avant tout rendre un service aux consommateurs et en complément un service au réseau. Merci, Monsieur Dupéry. J'avais une question complémentaire. Quel est le calendrier concernant le démonstrateur Green Motion, en 2 mots? En 2 mots, 2 ans de projet. On a commencé en mai. Je me tourne vers certains membres de la salle. En avril ou en mai de l'année dernière. Et donc, Et au niveau modèle d'affaires, ils seront disponibles j'ai vu votre calendrier, on va essayer d'avoir quelques éléments par rapport aux différentes concertations prévues ou différents ateliers, bien évidemment, puisque on a évidemment quelques modèles déjà pensés, construits, etc., et qui viendront ensuite être alimentés avec des retours de terrain. On a déjà recruté les clients, donc on aura des remontées de terrain dès cet été. Concernant les évolutions des mécanismes de marché, ça fera l'objet justement de notre 2e atelier. Donc vous serez invité, bien entendu, à en parler pour voir quelles sont les évolutions à faire rapidement ou dans un temps un peu plus long. Je reviens vers Monsieur Pérez.
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et surtout en Europe au niveau du véhicule électrique, au niveau du véhicule to grid, au niveau de l'apport du véhicule vers le réseau? Est-ce qu'il y a des choses à recopier de nos amis allemands, de nos amis norvégiens que vous avez cités? Alors, il y a plein de choses intéressantes qui sont faites, mais j'ai envie de dire que ça dépend à quel degré d'analyse vous voulez aller. Si c'est pour est-ce que les consommateurs ont envie d'acheter des véhicules électriques, c'est le modèle norvégien. Si la question c'est où est-ce qu'on va le plus loin pour avoir des services de véhicules connectés avec une participation au réglage de fréquences, etc., etc. Là, il faut plus aller regarder du côté des États-Unis, côte Est, côte Ouest. Côte Est, c'est là où Newvie est né, donc dans l'expérimentation présentée par PSA. L'armée américaine sur la côte Ouest a un démonstrateur véhicule to grid qui lui sert, comment dire, sur le territoire national à économiser quelques dollars et sur le théâtre des opérations à être sûr que les ordinateurs fonctionnent pour envoyer des missiles aux bons endroits. Donc c'est la version militaire du véhicule to grid, c'est peut-être pas exactement l'endroit ou l'application qui nous intéresse le plus ici, mais du coup avec les ressources de l'armée américaine, ça permet de développer quelques projets avec des Nissan Leaf qui servent à envoyer des missiles. Voilà, c'est pas forcément le truc le plus rigolo, mais ça marche. Et ensuite, en Europe, nos amis néerlandais font des choses, les Anglais font des choses. Et c'est un peu toujours les mêmes équipes que l'on retrouve, c'est-à-dire pour l'instant des démonstrateurs qui essayent de expliquer aux régulateurs, aux gestionnaires de réseaux de transport et aux gestionnaires de réseaux de distribution qu'il y a un espace économique potentiel à exploiter intelligemment si les règles évoluent dans le bon sens, si les véhicules deviennent plus intelligents et s'il y a un peu de magie Internet qui permet de connecter tous ces braves gens, les offres et les demandes, et d'offrir sur les marchés existants des solutions clés en main. Et donc, en France aujourd'hui, on est dans le bon timing. C'est-à-dire que si on regarde les expérimentations, il y en a une au Danemark, où Nissan, donc Renault-Nissan est associé, PSA y est aussi, avec un peu les mêmes équipes. Il y a une expérimentation aux Pays-Bas, il y a une expérimentation en Angleterre, une expérimentation en France. Donc on est dans le timing des choses qui se font. Maintenant, si on regarde du côté consommateur, c'est-à-dire du côté des pays qui ont développé massivement le véhicule électrique, donc c'est aujourd'hui la Norvège qui fait office de modèle. Pourquoi c'est un modèle? Parce que 35%, grosso modo, des véhicules neufs sont des véhicules électriques. Donc, en général, on considère que le seuil de représentativité de l'existence d'une flotte de véhicules électriques, c'est 1%. Donc, à 35, ça commence à devenir un phénomène raisonnablement massif. Et du coup, le modèle norvégien est intéressant à étudier pour ces raisons-là, qui est comment ils arrivent à faire ça. Et donc, la première règle chez eux, c'est que l'État donne des subventions de manière extrêmement généreuse. Alors, on ne peut pas vraiment les accuser d'être pro-véhicule industrie automobile, puisqu'il n'y a pas de constructeur norvégien. Donc, de toute façon, en Norvège, c'est des véhicules importés. Donc, comme c'est un pays avec importation de véhicules, ils choisissent les véhicules qu'ils aident et les véhicules qu'ils n'aident pas. Du coup, ils aident beaucoup les véhicules électriques et ils pénalisent beaucoup les véhicules thermiques. Le consommateur s'y retrouve, puisque en termes de coût d'usage, ça lui revient moins cher. Et les Norvégiens ont trouvé une astuce assez maligne pour éviter la peur de la panne électrique, qui est d'installer des bornes de recharge à intervalles très réguliers sur les autoroutes et à l'entrée des grandes villes. Ce qui fait qu'un possesseur de véhicules électriques aujourd'hui en Norvège, on est déjà à la deuxième génération d'acquisition, c'est-à-dire que les gens ont acheté un premier véhicule électrique et un deuxième, et on voit qu'il y a à peu près 1% des consommateurs qui ne se rééquipent pas en véhicule électrique. Donc, quand on a 35% de la population qui s'équipe et qui ensuite souhaite se rééquiper en véhicule électrique, le basculement, c'est plaisant à conduire, comme tu disais tout à l'heure. Effectivement, c'est plaisant à conduire, suffisamment plaisant pour qu'une fois qu'on en a acheté un, on ne rebascule pas vers la solution thermique.
Donc l'économie joue beaucoup pour l'achat. Mais il n'y a pas que l'économie, il y a aussi l'usage. Les Norvégiens ont ajouté au fait que ça coûte pas cher le fait que les autoroutes soient gratuites, le fait qu'on puisse utiliser les voies de bus. Si vous faites ça à Paris, les véhicules électriques peuvent circuler sur les voies de bus. Demain matin, vous avez un boom des ventes de Zoé de manière tout à fait spectaculaire. C'est juste une règle simple. On utilise un peu plus les voies de bus. Alors, le problème en Norvège maintenant, c'est que les voies de bus sont saturées. Donc, du coup, ça marche bien pour démarrer, mais il y a forcément une limite qui est la place que l'on peut avoir sur la route. Et ensuite, il y a tout ce qui est facilité de recharge. La Norvège est un cas particulier. La plupart des gens ne vivent pas en immeuble. Donc, la plupart des gens ont une possibilité de recharge à domicile. Donc, un garage connecté. Évidemment, si on regarde dans des pays un petit peu plus grands, un petit peu plus denses, et qu'on se heurte aux problèmes urbains des copropriétés, des choses comme ça, là, il y a un cauchemar particulier à traiter qui est comment on convainc les X milliers de copropriétés à s'équiper en borne de recharge. Si vous êtes dans une copropriété, vous savez que changer une ampoule, c'est compliqué. Et imaginez installer 10, 15, 20, 30, 40. Et avec en plus des modèles différents, des gens qui viennent vous expliquer que bien sûr il faut faire du véhicule to grid, mais non il faut faire du véhicule to home, mais non il faut faire du véhicule to load, du véhicule to... Bon. Donc pour le point noir à mon avis pour le cas français, c'est vraiment cette gestion des copropriétés, sauf à trouver des business models de type nouveau pour l'électrique. Mais assez classique dans le véhicule thermique, où personne ne se recharge à la maison en gasoil, en essence. On va à la pompe à essence. Donc une pompe à essence, ça met 6 minutes à se recharger, ça met 6 minutes à faire le plein chez vous. Enfin, chez vous, ça met 6 minutes à faire le plein de votre véhicule. Alors, il y a certains constructeurs automobiles qui ne sont pas représentés dans la salle, mais qui font plutôt les voitures un petit peu plus haut de gamme et un petit peu plus allemandes, qui disent il suffit juste d'avoir une stratégie de recharge pour que la batterie soit rechargée, elle aussi, en 6 minutes. Évidemment, comme le temps moyen de recharge, c'est 6 heures, avec une prise bête, ça veut dire que l'appel de puissance est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Donc, en termes de réseau, ce n'est pas tout à fait la même sollicitation. Ceci étant, la solution allemande, c'est aussi de dire quelqu'un qui veut se recharger en 6 minutes, il va payer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que celui qui est prêt à se recharger en 6 heures, voire même qui est prêt à aider le réseau sur 10 heures de recharge intelligent. Donc, si vous allez vous recharger en 6 minutes, vous payerez 50 €. Si vous acceptez de vous recharger chez vous, peut-être que vous serez payé quelques euros. Donc, le terrain des business models n'est pas du tout ni verrouillé, ni clair, ni explicite. On a des gens qui viennent très simplement vous dire on essaye. Laissez-nous essayer. On voudrait essayer des trucs pour voir comment mettre en œuvre la transition énergétique entre véhicules électriques et industrie électrique. Et c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de tradition historique de négociation entre les électriciens d'un côté et les automobilistes de l'autre. On est soit du monde de l'automobile, soit du monde de l'électricité, mais il y a très peu de personnes qui soient nées directement dans l'industrie électromobile. Il y en a peut-être un ou deux dans la salle, mais normalement, ils n'ont pas beaucoup de cheveux blancs, et donc ils n'ont pas encore normalement les postes de direction, à une exception près, puisqu'on n'avait aucun cheveu blanc. Ah si, un ou deux sur le côté, ouf, sauvé. Ma théorie du cheveu blanc fonctionne. Donc voilà, donc l'idée, c'est que pour faire simple, c'est en devenir, il faut que ce soit testé, et c'est assez normal que ce soit les représentants de l'innovation qui viennent discuter avec les régulateurs, parce que pour l'instant, personne ne peut montrer un exemple parfait de quelque chose qui fonctionne. Tout le monde dit essayons, testons, et de manière coopérative et collaborative, ce qui théoriquement marche assez bien dans l'économie de l'Internet, on va réussir à faire émerger des business models. Dans l'industrie électrique, je ne sais pas si c'est la tradition. Dans l'industrie automobile, ce n'est pas non plus la tradition. Mais peut-être que la rencontre des deux fera quelque chose qui ressemble à
une tradition qu'on connaît un peu plus dans l'économie numérique ou l'économie de l'Internet, dans lesquelles il y a des open platforms, dans lesquelles les gens innovent, testent. Si ça marche, ils continuent. Si ça ne marche pas, ils arrêtent. Ils font une autre start-up pour essayer de trouver une autre solution, une autre configuration. Donc on est dans ce moment-là de l'histoire, dans lequel on se rend compte que les règles du jeu qui sont écrites fonctionnent très bien pour les vieilles technologies et nécessitent que les nouvelles technologies soient prises en œuvre, soient prises en compte et discutées, remodifiées, que ce soit au niveau des maisons, au niveau des réseaux. On a oublié les bâtiments. Bon, on peut les oublier, mais il y a des gens qui considèrent que le bon niveau de réflexion, ce n'est pas forcément le véhicule individuel, mais ça peut être la flotte dans un bâtiment tertiaire. Ça peut être Le véhicule to building. le véhicule to building. Et ça fait beaucoup de véhicules to quelque chose, mais il faut imaginer qu'il y a à peu près toutes les configurations à retester. Donc le terrain de jeu est vaste et en début de construction. Madame Assef, on a vu que le véhicule, j'aime pas trop de dire que la charge est bidirectionnelle, puisque lorsque le véhicule sert au réseau, on n'est plus sur une charge, on est sur une fourniture d'énergie par le véhicule au réseau, dans le cas du véhicule to grid. Donc on voit du moins l'énergie vis-à-vis du véhicule devient bidirectionnelle, les bornes vont devenir bidirectionnelles automatiquement. Linky est déjà bidirectionnel, il ne faut pas l'oublier. Qu'en est-il de l'information entre le véhicule et son environnement? Est-ce que cette information est également bidirectionnelle? Est-ce que demain, on pourrait imaginer que le véhicule il cherchera une borne tout seul pour aller se recharger? Avec qui il communique aujourd'hui, le véhicule, et demain? Effectivement, quand on parle bidirectionnalité en termes de courant, et également donc les électrons, et également la communication, donc la communication informatique, on va dire. Aujourd'hui, les véhicules sont déjà connectés à leur environnement de manière bidirectionnelle, puisqu'ils sont connectés, donc ils informent un système central qui est en général celui du constructeur, d'un certain nombre d'informations de l'état de la batterie, de l'état de charge, de la puissance, etc., etc. Et on sait également contrôler les véhicules, pareil, over the air, si je veux dire en anglais. Voilà. On sait communiquer avec la voiture, et c'est comme ça qu'on fait que notre application Z2 Smart Charge fonctionne aujourd'hui. Donc, le véhicule est déjà connecté de manière bidirectionnelle. Alors, si la question est en filaire, quel est l'état de la communication filaire finalement avec l'extérieur, donc via la borne avec le monde extérieur. Le nouveau protocole qui est en cours de finalisation, qui s'appelle donc le protocole 1518 standard, il va y avoir un blanc. Donc, le protocole 1518 permet d'échanger pas mal d'informations avec la borne, et en particulier des informations de puissance, en particulier des informations tarifaires, de niveau de tarif, qui permettront au véhicule donc, de se charger tout seul au bon moment. Voilà. Donc, ces échanges d'informations qui sont prévus dans le cadre du protocole 1518 vont permettre d'apporter encore plus entre guillemets d'autonomie ou d'intelligence locale à la voiture, puisque les informations sont envoyées via la borne à la voiture, et ensuite il y a un certain nombre de négociations qui se passent entre la borne et la voiture en disant qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que tu prends, etc. On va voir comment les choses vont évoluer, et on espère que ça sera toujours simple d'utilisation et simple pour tout le monde. Donc cette évolution-là est en cours. L'édition 2 de la 1518 qui est en cours de rédaction, qui est normalement prévue pour mi-2019, de l'année prochaine. L'édition 2 permettra aussi des échanges sur le véhicule to grid. Donc, supportera également le véhicule to grid. Donc, une fois qu'on a dit ça, donc on a communiqué entre la borne et la voiture. Ensuite, entre la borne et l'extérieur, donc il y a d'autres protocoles de communication qui gèrent ça, le plus connu étant OCPP,
Donc la version 2.0 sortira, ou déjà sortie, ou c'est dans les cartons, bref, sortira bientôt, n'a pas encore les échanges sur la bidirectionnalité. Donc ça, c'est encore quelque chose qu'il va falloir, sur lequel il va falloir travailler si on veut que sur toute la chaîne, on puisse communiquer au travers des standards interopérables qui facilitera donc la vie de l'ensemble des acteurs de la chaîne, que ce soit les fabricants de bornes, que ce soit les gestionnaires de bornes, etc. Merci. J'avais une question pour M. Dupéry, mais initialement, elle n'était pas désignée pour Direct Énergie, elle était pour CNR. Mais je sais que c'est un sujet qui vous est cher. En matière, on n'a pas parlé d'itinérance. Vous avez parlé qu'il fallait faciliter l'utilisation du véhicule électrique vis-à-vis du consommateur. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des freins à l'itinérance? Qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer ou pas cette itinérance? Donc permettre à chacun de choisir son fournisseur, quelle que soit la borne, dans le domaine privé, voire dans le domaine public. Quel est votre point de vue sur l'itinérance? Alors en effet, je vais répondre en partie à la place d'Arnaud Cuisson qui n'a pas pu être là aujourd'hui, avec qui on travaille sur les aspects d'itinérance et de roaming de l'énergie. De manière générale, au-delà d'itinérance, sur lequel je vais répondre, ne vous inquiétez pas, il faut, on l'a dit, faire évoluer le cadre. Il y a à peu près 3 points macro si on regarde un petit peu de loin. Et après, je ne vous apporterai pas de réponse en disant il faut que le cadre évolue comme ça, mais plutôt des cas d'usage vous montrant que le cadre actuel n'est pas forcément transposable en l'état aux usages de véhicules électriques. Donc il y a en effet tout le sujet d'itinérance, mais plus globalement, est-ce que la recharge c'est un service ou une fourniture d'énergie et de capacité? Deuxième point, qu'est-ce qui se passe dans le logement ou dans la copro? Et notamment, je détaillerai juste après, mais le calcul d'accès au réseau, comment est-ce qu'on recalcule l'assiette? Ce sont des problématiques qu'on a déjà vues dans le cadre de l'autoconsommation, résidentielle en particulier, et qu'il faut sans doute dupliquer, adapter au cas du véhicule électrique. Et troisième point, on en a parlé un tout petit peu, quand on réinjecte, comment est-ce qu'on réinjecte? Comment est-ce qu'on est autorisé à réinjecter? Comment est-ce qu'on se raccorde, etc. Donc sur le premier point, sur l'itinérance, aujourd'hui, il y a un fort déploiement, même si c'est moins que ce qui avait été ambitionné au départ, mais il y a un fort déploiement de bornes de recharge en domaine public, un peu moins en copropriété par rapport aux différentes ambitions. Aujourd'hui, la recharge, c'est un service, c'est-à-dire que quand vous rechargez sur la voirie, vous accédez à une place de parking et il se trouve que cette place de parking vous fournit en électricité, mais aujourd'hui, ça n'est pas une fourniture d'énergie, encore moins de capacité. Et donc demain, pour reprendre le cas d'usage qui a été présenté, si toutes les voitures veulent se recharger un petit peu en mobilité, que ce soit en voirie ou dans les bornes, dans les stations Total, pour citer un confrère, qui auront des bornes de recharge électrique, si tout le monde se recharge en même temps et en 6 minutes, je ne vous fais pas faire le petit calcul, mais l'appel de puissance est considérable et potentiellement représente un coût et un risque pour le réseau très très important. Donc il faut absolument que dans la fourniture du service, le signal prix en énergie et en capacité soit retranscrit. Ce qui aujourd'hui n'est pas du tout le cas des opérateurs de mobilité, encore moins des opérateurs d'infrastructure, puisque, et encore une fois, sans doute pour de bonnes raisons, c'était considéré lors des premières réflexions qui datent de 2010 et préconisé comme étant un service pour favoriser la simplicité et le déploiement, ce qui est tout à fait, et le déploiement, ce qui est tout à fait louable, hein, puisqu'encore une fois, on était très très loin de se poser ces questions-là il y a quelques années. Maintenant, ça devient de plus en plus un enjeu, encore plus si on parle de 10 millions de véhicules en 2030 ou 2035. Donc voilà, il y a tout un sujet service, énergie, en mobilité, mais également en copropriété, très très important. Deuxième point, je détricote un petit peu ma pelote de laine. Je prends le cas de l'usager qui se recharge en mobilité et qui arrive à son domicile et qui du coup profite, ne fait même pas de réinjection, mais profite de l'énergie qui est dans son véhicule électrique pour se chauffer ou faire ses usages, sa cuisson, ce genre de choses, ses usages électriques. Ce cas-là, le consommateur du coup va se recharger dans le cadre actuel soit dans son entreprise s'il a une borne de recharge, soit en mobilité, arrive chez lui, utilise son énergie pour ses besoins domestiques. Par conséquent, son soutirage diminue.
Si tout le monde fait ça, l'assiette de calcul du TURB, des taxes locales, etc., est complètement biaisée. On a la même problématique dans le cas de l'autoconsommation, sauf que l'énergie ne vient pas de la mobilité, mais vient du panneau solaire qui est sur le toit de votre maison. Donc se pose évidemment, et là ça rejoint également le point que j'avais dit juste avant, des problématiques de taille de tuyau, de mise à disposition par le réseau du tuyau, puisque le réseau, in fine, dans ces cas-là, assure quand même l'aspect un petit peu assurantiel pour le consommateur. Et donc on a un gros enjeu de qu'est-ce qui se passe en aval compteur quand il y a une voiture électrique qui est là, comment est-ce que ça interagit avec les signaux économiques, etc. Et puis, ça rejoint également des problématiques de comptage, puisque Linky compte bien, mais ne compte pas tout ce qui se passe en aval compteur. Donc, est-ce que le sous-comptage est autorisé? Comment est-ce qu'on l'autorise? Aujourd'hui, d'un point de vue fournisseur, la seule donnée qui fait référence pour facturer un client, que ce soit un service ou une énergie, ce sont les données métrologiques et agréées Enedis, et non pas les données de sous-comptage, quelle que soit la métrologie du sous-comptage. Un sous-comptage qui serait plus précis que Linky, hein, encore une fois, c'est ce qu'on fait pour le réglage fréquence, ne peut pas être utilisé pour la facturation en énergie. Ou alors, je pense que la CRE taperait un petit peu sur les doigts, a raison. Excusez-moi, mais je rappelais quand même qu'il n'y a pas que Enedis en France, il y a aussi des entreprises locales de distribution. Tout à fait. Et il y a aussi RTE, en plus ils sont dans la salle. Mais RTE ne compte pas. Ils ont quand même des RTE compteurs. C'est vrai qu'ils ne comptent pas aujourd'hui la recharge d'un véhicule électrique. Ça pourrait arriver demain, on ne sait pas. Mais RTE compte pour les très très gros consommateurs. En l'occurrence, là, on parlait de clients résidentiels pour lesquels le comptage est opéré par Enedis ou par les ELD, mais qui sont soumis aux mêmes réglementations en la matière. Et dernier point, le consommateur qui réinjecte son énergie venant de sa batterie, on va supposer que toute la complexité que j'ai mentionnée sur où est-ce qu'il se recharge, comment est-ce qu'il achète cette recharge, comment est-ce qu'il est comment il valorise bien son usage de la capacité. S'il réinjecte sur le réseau, tant mieux, ça rend plein de services au système électrique, mais comment est-ce qu'on le rémunère? Aujourd'hui, dans le cadre de l'autoconsommation résidentielle, on est à 50 € du mégawattheure de l'énergie réinjectée dans la limite d'un certain seuil. Ce dispositif d'autoconsommation résidentielle ne s'applique pas de manière très explicite au cas des batteries en aval compteur, donc en l'occurrence au cas des véhicules électriques, puisque encore une fois, vu du réseau, une voiture électrique, c'est une batterie. Donc le cadre actuel ne s'applique pas pour le segment, enfin pour l'usage véhicule électrique, V2J en l'occurrence, désolé pour les acronymes, et donc doit être amené à évoluer. Maintenant, comment est-ce qu'il faut qu'il évolue? Je pense que c'est justement en détaillant un petit peu ces cas d'usage, là je vous en ai donné quelques-uns, mais il y en a évidemment plein d'autres, qu'il faudra mettre à disposition un cadre qui permette justement de valoriser tout ça. Donc c'est bien ce que va proposer la CRE dans ces ateliers, c'est justement de Super. présenter ces différents cas d'usage et de réfléchir tous ensemble sur les freins identifiés ou qu'est-ce qu'il faut lever en matière d'évolution des règles. On va me dire que je suis très bavard, donc on va vous donner un petit peu la parole. Il y a des micros qui vont circuler. C'est le moment de poser des questions à nos interlocuteurs. Je vais vous demander de vous présenter avant de bien vouloir poser la question. Oui, merci. Donc, Corinne Dubruel, coprésidente centrale Supélec Énergie Durable. Donc, les cas que nous évoquons, les business models évoqués aujourd'hui, concernent majoritairement des parcours urbains et périurbains. Moi, j'ai échangé avec des constructeurs de batteries. J'ai compris que ça allait évoluer très favorablement, mais j'imagine qu'il y a des limites à 10 ans sur l'autonomie d'un véhicule électrique en termes de nombre de kilomètres. J'aurais bien aimé avoir votre éclairage là-dessus, c'est-à-dire est-ce qu'on peut aller au-delà de 300 km à des prix compétitifs, à des coûts de possession accessibles, etc. Et aussi, je sais que les constructeurs travaillent à l'heure actuelle sur des recharges à 10 minutes, mais n'y sont pas aujourd'hui. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de modèle qui permette de recharger en cours de distance. Comment est-ce qu'on adresse le sujet des parcours au-delà de 200 km puisque là, aujourd'hui, on ne les a pas adressés. Or, c'est quand même le cas de très nombreux conducteurs, en particulier en Allemagne, je dirais, parce qu'en Allemagne, ils conduisent sur de très longues durées, en moyenne 600 km, et c'est un vrai sujet pour les Allemands. Monsieur Pérez, avant de vous donner la parole, il y a un troisième atelier qui est prévu sur la mobilité propre où on va aborder, je pense, des cas d'usage avec des trajets plus longs, qui est le bio-GNV ou l'hydrogène, qui permet là de faire des parcours beaucoup plus longs. Donc, je ne vous réponds pas, je vais laisser à Monsieur Pérez le soin, mais cette question sera abordée, oui, dans notre troisième atelier.
Pour l'instant, je pense que la réponse à votre question, pour faire simple, c'est on ne sait pas. C'est-à-dire que pour l'instant, le véhicule électrique, il marche assez bien. Alors à coût raisonnable, c'est là où pour un économiste, ça dépend de la disposition à payer. C'est-à-dire si vous avez les moyens de vous acheter une Tesla, ça marche assez bien sur un rayon de 500 km. Donc selon votre disposition à payer, il y a des solutions électriques longue distance, mais elles sont très onéreuses. Après, pour un véhicule plus grand public avec non pas 100 kWh, mais 50, 60, c'est en train d'arriver sur le marché progressivement. Il y a tout un ensemble de débats pour savoir s'il faut que ce soit 50 ou 60 ou 70 en fonction de la décroissance des coûts et en fonction de est-ce qu'on veut que ce soit un marché premium ou un marché grand public accessible ou un véhicule low cost. Pour l'instant, on est plutôt sur une stratégie plutôt haut de gamme parce que c'est une innovation qu'on adresse à une population normalement un peu plus aisée ou un peu plus technologiquement attirée par la chose. Donc les longues distances, c'est le gros problème qui se résout plus facilement avec de l'hydrogène qu'avec avec des électrons. Ceci étant, le déploiement d'une infrastructure hydrogène a aussi un certain nombre de challenges à relever, puisqu'en termes de coûts, c'est quand même aussi un challenge. Et donc, pour l'instant, je pense que personne n'a la clé de la mobilité électrique 2035 à proposer en disant il est clair que le grand vainqueur sera. Mais mon intuition, c'est que si quelqu'un a un véhicule à hydrogène, il aura exactement les mêmes problématiques de véhicule to grid, de véhicule to home et de véhicule to business, puisque en gros, si je simplifie beaucoup, un véhicule à hydrogène, c'est une mini-centrale. Donc si c'est une mini-centrale, se déplacer seulement 2 heures par jour avec, ça fait qu'on ne l'utilise pas sur les 24 heures de la journée. Si les protocoles sont en place pour la mobilité électrique, à mon avis, la mobilité hydrogène sera favorisée par les règles qui seront mises en place pour les électrons. À vue de nez. Hein. Je me permets juste d'intervenir sur le sujet. Effectivement, aujourd'hui, on a les 300 km et on travaille sur des autonomies plus accrues. Renault ne va pas, on n'est pas sur le domaine de la Porsche ni de Tesla. Donc, on garde toujours les prix raisonnables. Après, il y a différents segments, mais oui, je peux vous dire que des autonomies plus élevées vont arriver. Ils ne vont pas arriver en 2035, mais bien avant. Donc voilà. Ensuite, il y a la recharge rapide. Aujourd'hui, il y a les corridors qui sont déployés avec la recharge rapide 50 kW. C'est déjà très bien. Il y a des recharges encore plus à haute puissance, 150 kW, qui sont également en train d'être déployées donc, partout en Europe. Ça va aussi permettre des recharges assez rapides. Donc, sincèrement, je ne vois pas de frein sur les longues distances avec les voitures électriques. Oui, une autre question dans la salle. Oui, bonjour, Thierry Raymond, Soprasteria. Vous avez parlé beaucoup de véhicules 2X, de collaboratifs, et puis aussi tout à l'heure de compteurs dans les câbles. Est-ce qu'il y a des idées, des solutions de véhicules to véhicules ? Oui, bien sûr. Il y a des véhicules to véhicules, il y a des véhicules to load, etc. Il faut savoir est-ce que ça vaut le coup. Il faut juste voir est-ce que entre les pertes d'énergie entre un véhicule et un autre, est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle ? Est-ce qu'avoir diverses sources, divers câbles, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? C'est des choses qu'on étudie. On pense qu'il y a beaucoup plus de valeur à apporter des services au réseau, à la maison, à faire de l'autoconsommation, que de brancher un autre véhicule. Mais dans votre idée, ça serait du secours, c'est-à-dire que je tombe en panne, il y a un véhicule qui arrive, qui s'arrête, il a la prise qui convient, et hop, il me permet de repartir avec quelques kilowatts pour rentrer chez moi ? Un secours ? Oui, Non.
Merci. Jean Cogniet, ministère de l'économie. Sans vous demander le résultat de votre expérimentation de Direct Énergie et PSA avant qu'elle ait commencé. Elle a commencé. Vous devez quand même avoir quelques idées sur les endroits où il y a de l'argent à gagner à justement décaler la consommation, voire la production des véhicules électriques. Et quel est, selon vous, les ordres de grandeur, enfin, les pourcentages qu'il y a à charger au bon moment, au moment où c'est au prix spot assez bas, éviter la pointe et surtout gérer la fréquence, et notamment vis-à-vis d'un opérateur alternatif comme Direct Énergie. Quelles possibilités financières vous avez, quel business model vous avez pour gérer la fréquence? Ça fait 2 questions. Alors, j'ai pas la réponse, déjà. Ça, c'est une première réponse. Non, plus sérieusement, encore une fois, il y a 4 gros domaines où il y a de la valeur. Il y a le consommateur, c'est le plus important. Quel service on lui rend et comment est-ce qu'on lui propose ce service, puisque oui, mais qui dit pilotage dit programmation possible pour le consommateur. C'est rassurant de savoir que sa voiture sera rechargée au bon niveau. Est-ce que c'est 100% d'ailleurs le bon niveau? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'on lui propose des services de mobilité ou sur sa facture unique de domicile, il a sa consommation globale en énergie et en capacité, quel que soit l'endroit où il soit rechargé, que ce soit chez lui, sur la route, sur le véhicule, tout le véhicule si ce cas se développe ou au travail. Donc voilà, il y a un gros sujet qui est, enfin une première grosse partie qui est le consommateur. Deuxièmement, l'énergie. Plus vous êtes flexible dans l'heure à laquelle vous vous rechargez, et plus le compteur vous permet d'avoir cette mesure que permet Linky, ce qui n'était pas possible avant, plus vous allez optimiser le delta spot, le delta spot versus DED ou d'heure à heure. Et évidemment, derrière, ça dépend complètement de la volatilité des prix. Entre aujourd'hui et les différents modèles RTE notamment qui peuvent exister, il y a des facteurs 2 ou 3. Ensuite, la capacité. Encore une fois, ce qui est important dans tout ce qu'on dit là, c'est que plus ça va aller, plus on va devoir recharger de plus en plus vite ou à la bonne heure, en fonction soit qu'on est en mobilité, soit qu'on veuille rendre des services au réseau. Donc à la fin, ce qui est important, c'est la taille du tuyau, plus que les électrons qui passent dedans. Donc il y a une valeur capacité. Et là, ça dépend évidemment des moyens de capacité existants, des moyens de capacité projetés, de la subvention éventuelle implicite ou explicite qu'il peut y avoir. Dans le cadre de l'autoconsommation, le moyen de production solaire, si on prend l'exemple du solaire, est subventionné à une prime à l'installation, puisqu'il apporte une capacité de production, et non pas d'effacement, mais c'est la même chose. Au réseau. Donc voilà, il y a une valeur capacité. Et dernier point, plus vous vous rapprochez du temps réel, plus vous rendez un service au réseau. Le réglage fréquence, c'est le cas extrême, où vous réagissez en 3 secondes au sujet. Aujourd'hui, le réglage fréquence, c'est une certaine valeur à condition que vous puissiez aller la chercher. Donc là, ça fait la boucle, on peut aller la chercher si le consommateur est d'accord et si le dispositif SI et batterie, le couple technique, le rend possible. Donc tout ça, ce sont les 4 domaines sur lesquels on va justement estimer la valeur et voir où est-ce qu'on peut positionner le curseur. Et à la fin, ce qui est important, c'est que c'est un équilibre entre ces 4 domaines qui sera pertinent. J'illustre mon propos. Si vous voulez aller chercher 100% de la capacité, mais que pour ça, le consommateur, il n'a pas sa voiture rechargée le matin, ou qu'elle dure 3 nuits et qu'elle ne marche plus à la fin, ou que simplement ça ne marche pas parce que le dispositif de comptage n'est pas le bon, juste cette valeur-là, vous ne pouvez pas la chercher. Ou alors, si vous allez la chercher, votre consommateur ne sera pas content, donc à la fin, vous n'aurez pas la valeur de programmation que vous avez proposée au client. Donc, c'est un ensemble global de ces 4 gros postes. Malheureusement, je n'ai pas la réponse à votre question, sinon, on ne serait pas ravis de faire une expérimentation avec les différents partenaires. Mais aujourd'hui, voilà, on a des idées, on va justement un petit peu les challenger à l'épreuve du terrain. Mais je n'ai pas la réponse aujourd'hui, et encore moins d'éléments à vous donner de manière concrète et concertée avec les différents acteurs du consortium. On voit bien qu'il ne faut surtout pas recharger le véhicule à 19h, au moment de la pointe, qu'il faut se décaler. Donc on parle beaucoup d'un pilotage aux heures creuses.
Pourquoi au niveau des heures creuses, alors qu'il y a déjà l'enclenchement des ballons d'eau chaude? Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher des heures, je ne sais pas, super creuses, très creuses, hyper creuses? Si vous reparlez des heures super creuses, moi je veux bien, puisque je vous rappelle que Direct Energy a lancé cette offre il n'y a pas très très longtemps et qui est rendue possible grâce à Direct Energy et grâce au compteur Linky et à Direct Energy. Donc si, certainement. On peut imaginer un cas d'usage où il ne faille pas déplacer en pleine nuit, mais on peut imaginer un cas d'usage où on ne recharge pas du tout au moment où la voiture se branche à 19h. Il va falloir dissocier le côté branchement du côté recharge. Donc ça implique de l'intelligence dans la voiture, dans la borne, entre les deux, sans doute dans les deux. C'est des choses qu'il faut qu'on définisse. Et là, PSA serait sans doute plus armé que moi pour répondre à ces différents points et où est-ce qu'on met l'intelligence et le curseur, etc. avec Newly. Et ensuite, on peut imaginer un cas d'usage où il faille déclencher la charge de 22h à 1h du matin, ne pas le faire de 1h à 3h parce que les ballons d'eau chaude font très bien le job, réinjecter un tout petit peu parce qu'il y a un petit boss vers 4h du matin et finir de recharger de 5 à 6. On peut imaginer ce cas-là. Et à la fin, ce qui est important, c'est que à 7h du matin, on supposait que la personne part de chez elle à 7h du matin, la voiture est disponible et avec le bon niveau de charge. Madame Assef, le protocole de communication que vous nous avez mentionné, il permettra justement d'avoir cet échange entre le réseau, ces heures, comment ils appelaient, super creuses ou super creuses, et le véhicule? Oui, exactement, il permettra ça. Donc, les tarifs partiront du fournisseur via Linky jusqu'à la borne. Je voudrais quand même revenir sur ce que vous disiez. Aujourd'hui, on sait déjà faire tout ce qu'on fait sans le protocole 1518, sans pas mal de choses, sans borne connectée, le pilotage de la charge. On sait le faire. Il n'y a aucun frein, ni réglementaire, ni de business model, ni quoi que ce soit. Il faut juste un peu de bonne volonté, bien sûr, pour que l'ensemble des acteurs soient contents. Mais globalement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en Hollande. Donc, effectivement, la voiture se branche, mais ne se charge pas, et se chargera au moment opportun. Et le moment opportun, ça peut être à vos heures super creuses, ça peut être au moment où il y a de plus de renouvelables, ça peut être au moment où le prix sur le marché est plus faible, ou ça peut être n'importe quel moment, finalement, à partir du moment où on peut piloter en temps réel la voiture directement à travers sa connectivité. Donc oui, les protocoles apporteront un certain nombre d'éléments et une négociation entre la borne, le véhicule, donc un peu d'intelligence dans la voiture, etc., etc. Mais ceci dit, on ne va pas changer, on ne va pas imposer à madame, monsieur Dupont, je vais les appeler comme ça, madame Michu, dans la marque, donc d'avoir des bornes super connectées, super intelligentes avec la dernière technologie de communication. Ça va coûter cher et donc ce n'est pas l'objectif. Donc aujourd'hui, on sait déjà faire pas mal de choses. Bien sûr, si vous parlez de la bidirectionnalité, il faudra que dans la borne, il y ait un certain nombre d'équipements, surtout pour la sécurité, etc. Donc les bornes ne seront pas les mêmes. La borne doit également être bidirectionnelle, donc il y a un peu de travail à faire. Mais sinon, c'est faisable. Déjà aujourd'hui. Antoine Guérin, étudiant en mine. Vous avez dit, il me semble plusieurs fois, qu'on pouvait se mettre dans des cas, dans des business cases, où le client dirait, moi je veux que ma voiture soit branchée de 19h à 9h du matin, et tant qu'elle est à recharger à 9h du matin, ce qui se passe entre les deux, peu importe. Mais tout de même, les batteries électriques, elles ont un nombre de cycles de charge et de décharge limité, bien qu'ils soient assez grands. Donc pour le client, il n'est quand même pas totalement, il ne peut pas être totalement indifférent à ça. Ça induit pour le client un coût supplémentaire s'il y a beaucoup de cycles de recharge et de décharge pendant la nuit. Donc comment vous voyez ça, vous, monsieur Dupéry, du point de vue de l'offre, et madame Assaf, du point de vue de la prestation que le fournisseur de batterie peut offrir en location ou en vente de batterie? Donc, point de vue prestation, effectivement, c'est un point important, mais croyez-moi, le client, il ne va pas compter le nombre de cycles. Alors là, c'est encore moins le coût de TCO, mais c'est encore plus... Donc, il va pas, charge au constructeur, charge aux partenaires qui proposent ces solutions-là de limiter le cycle imposé au véhicule électrique. Donc, encore une fois, on répète, le client, il doit brancher sa voiture, ça prend 3 minutes et c'est fini. La charge égale 3 minutes. Et le reste, ce n'est pas votre problème, vous partez demain
à 7 heures du matin, votre voiture est chargée et en même temps, vous avez gagné de l'argent sur le réseau électrique. Donc, toutes les problématiques de cyclage, etc., c'est des choses qu'on doit contrôler afin de vraiment éventuellement limiter ce nombre de cyclages ou alors, en tout cas, le monitorer et de prendre les décisions qui vont bien. Sachant que la voiture électrique est avant tout faite pour la mobilité. Et là-dessus, vous avez tout à fait raison. C'est la mobilité qui compte d'abord. Et ensuite, les services au réseau. Et puis le reste, c'est un problème de modèle économique. Est-ce que vous acceptez, mais là, il faut que ça soit transparent avec le client, est-ce que vous acceptez d'avoir une voiture qui éventuellement ne fera pas 15 ans, mais fera 12 ans et demi, mais en même temps, vous avez des services B2G, donc vous payez ces services B2G à travers peut-être un cycle plus court de durée de vie. Alors, pour répondre à votre question, plutôt du point de vue de la recherche, les modèles de vieillissement en batterie sont très bizarres. Si vous faites du véhicule to grid pour faire du réglage de fréquence, la détérioration sur la batterie de ce service-là, c'est 1% additionnel sur une durée de 5 ans, si c'est juste pour faire du réglage de fréquence. Si vous faites du cyclage complet, c'est-à-dire vous videz entièrement votre batterie, vous la re-remplissez, vous la revidez, vous la re-remplissez. Bon, déjà, faire ça dans la nuit plusieurs fois, c'est déjà pas simple, ça va dépendre de la taille de votre câble. Si c'est sur du 3 kWh, ça va être compliqué, puisque la vider entièrement et la recharger entièrement déjà une fois, sur la période de temps, vous allez avoir du mal à le faire 2 fois ou 3 fois. Bon, si vous avez des puissances plus élevées, vous pouvez le faire. Mais ça dépend principalement de comment vous utilisez votre batterie. Il y a 2 effets, en gros, qui accélèrent le vieillissement de la batterie. Il y a est-ce que vous l'utilisez beaucoup ou est-ce que vous ne l'utilisez pas assez. Les deux sont mauvais pour la batterie. C'est-à-dire, si vous utilisez trop votre batterie, vous accélérez son vieillissement. Si vous ne l'utilisez pas assez, vous accélérez aussi son vieillissement. Donc du coup, parfois, si on veut augmenter la durée de vie de la batterie, c'est pas mal de l'utiliser. Et si vous roulez seulement 15 km par jour, ça serait peut-être mieux qu'on vous aide à consommer un petit peu plus, parce que sinon, votre batterie n'est pas suffisamment sollicitée, et du coup, elle va vieillir prématurément. Ce qui est un résultat paradoxal, qu'on va retrouver par exemple dans l'explication de la durée de vie des Kangoo à la poste. Les postiers ne sont pas les gens qui conduisent le plus écologiquement du monde. Ils accélèrent, ils freinent, ils accélèrent, ils freinent. Et pourtant, les batteries ne sont pas détruites et on augmente leur durée de vie. Pourquoi ? Parce que c'est bien de les solliciter, les batteries. Alors après, si on les sollicite trop, c'est pas bien. Mais donc, il y a un écart à gérer. Et donc, les batteries n'aiment pas trop être perturbées quand elles descendent en dessous d'un certain état de charge. Et elles n'aiment pas trop être perturbées quand elles sont au-dessus de cet état de charge. Mais entre les deux, elles aiment bien être sollicitées. Donc, c'est des réglages fins. Il y a des papiers de recherche et des modèles qui essayent d'expliquer comment on peut faire ce réglage fin. Après, évidemment, il faut les données constructeurs. Mais j'imagine que comme les modèles sont grand public et que les données constructeurs sont privées, il doit y avoir des gens, des mines, qui font ces calculs chez Renault et j'espère aussi chez PSA. Quoique chez PSA, c'est plutôt des centrales Supélec. Mais je fais un peu de pub, pardon. Donc voilà, et juste pour bon compléter, en 3 parties, mais du coup, la partie technique, je pense qu'on a fait le tour, sauf si mes confrères de PSA veulent rajouter un point. Il y a une deuxième partie, c'est le consommateur. Ce que vous dites est sans doute vrai, on le suppose, que le consommateur veut sa voiture rechargée disponible à 7h du matin. Maintenant, si ça se trouve, ce n'est pas le cas. Il veut peut-être que sa voiture soit tout le temps disponible le plus vite possible, parce que s'il a prévu de faire une virée nocturne, il veut qu'elle ait la totalité de recharge à 2h du matin, on ne sait jamais. Donc c'est un présupposé, ça se teste, ça s'expérimente en tout cas avec des consommateurs. Et le troisième point, je rebondis sur une des premières slides qu'on a vues, qui est la valeur, le coût à l'achat, le coût global plutôt, plus qu'à l'achat, d'un véhicule. Et dedans, si ma mémoire est bonne, il y a une valeur à la fin, une valeur terminale de la voiture, notamment qui est pas mal utilisée dans le cadre du leasing, pour justement estimer les mensualités. Et dans le cadre de la voiture électrique, il y a la partie batterie qui a une seconde vie potentielle et du coup qui est une partie importante de la valeur terminale, de la valeur résiduelle et donc de l'équilibre global économique. Et donc évidemment, tout ce qu'on fait sur la batterie, et si au passage les réglages fréquences, c'est fromage et dessert, ça rend des services au réseau, ça ramène de la valeur et en plus ça optimise la durée de vie de la batterie, et du coup ça va augmenter la valeur terminale et donc ça va réduire le coût global d'acquisition et d'usage du véhicule électrique.
Oui, bonsoir, Christophe Zurieux, General Electric. Le marché de la régulation de fréquence, c'est un marché qui est, à ma connaissance, limité pour chaque pays, en fait. On voit notamment qu'en fonction de l'offre et la demande, on voit les prix de valorisation qui chutent assez dramatiquement dans certains pays, par exemple d'Europe et ailleurs. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de travailler sur des applications, des fonctions qui ne seront pas valorisables dans 5 ans, 10 ans? Voilà. Alors, en recherche, on aime bien travailler sur le truc le plus compliqué. C'est-à-dire que si vous êtes capable de faire du réglage de fréquence et donc de répondre en 3 secondes, les autres marchés, ça devrait aller. Si on me demande 24 heures à l'avance, est-ce que je suis prêt à travailler? Et si je suis prêt à travailler en 3 secondes, globalement, je pense que ça va aller. Donc pourquoi tout le monde se focalise sur la fréquence? C'est parce que c'est le gros challenge technique. C'est là où vous allez attirer de l'ingénieur, on va dire. Parce que vous allez lui dire, est-ce que tu es capable de faire fonctionner ça en 3 secondes? Et on voit bien que c'est hyper stimulant, intéressant, challengeant, et que c'est là où il y a le plus de valeur, parce que plus on se rapproche du court terme, et plus le réseau est tendu, et plus il est tendu, plus il va être disposé à payer pour résoudre sa tension. En image, hein, pas en électrique. Est-ce que finalement, ça ne rajoute pas potentiellement des coûts pour le véhicule électrique qui retarde sa pénétration sur le marché? Alors, sous contrôle que je ne dise pas de bêtises, comme il y a déjà pas mal d'électronique de puissance dans les batteries, ça en rajoute que quelques euros. Alors, quelques euros pour les véhicules, c'est beaucoup, parce que c'est les décisions clés dans le véhicule, c'est à 1 euro, on fait un comité stratégique. On rajoute 1 euro, oula, attention. 1 euro, vous dites? 1 euro complet, pas 1 centime d'euro, non, 1 euro. Oulala, attention, là. Vous êtes sûr que le client va l'acheter. Maintenant, si vous dites on rajoute 5 euros pour faire ça de manière intelligente, mais la valeur qu'on peut aller chercher, c'est 150 euros par an, j'investis 5 pour 150, ok, ça laisse une petite marge. Et l'idée d'aller chercher ces solutions technologiques de pointe, c'est pour ensuite être capable d'adresser tous les autres marchés, ceux qui marchent au quart d'heure, ceux qui marchent à la demi-heure, ceux qui marchent à l'heure, ceux qui marchent sur 4 heures, ceux qui marchent sur une semaine. Bon, évidemment, ceux qui marchent sur une semaine, si on peut résoudre le problème en 3 secondes, sur une semaine, le problème, c'est combien de millions de véhicules électriques il faut pour tenir une semaine. Mais si j'ai la solution pour que tout fonctionne en 3 secondes, j'ai la solution pour que tout fonctionne sur tous les autres pas de temps. Et c'est ce qui est un petit peu bizarre dans cet environnement smart grid, c'est qu'on cherche des solutions ultra pointues. Les gens se disent, mais pourquoi on cherche des solutions aussi pointues? C'est juste un petit marché parmi tous les marchés. Oui, mais si on fait le plus compliqué, on fait le plus simple. Tandis que si on fait le plus simple, est-ce qu'on fait vraiment le plus compliqué? C'est pas sûr. Alors, juste en complément, donc en effet, qui peut le plus, peut le moins. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on le fait. Donc, vous avez complètement raison. C'est un marché qui est limité en besoin. Aujourd'hui, c'est 5 ou 600 MB de mémoire de besoin de réserve primaire. Après, entre le réglage fréquence et l'énergie, il y a la capacité. Avant l'énergie, il y a le marché d'ajustement, il y a la réserve secondaire, etc. Donc, il y a plein d'autres dispositifs que je n'ai pas tous listés là. Mais si on peut faire le plus, on pourra positionner le curseur un petit peu là. C'est le premier point. Deuxième point, c'est un marché interconnecté. C'est 500 MB France, mais là, le réglage fréquence, il se fait au niveau de la plaque européenne. Donc, en réalité, il faut regarder au global des besoins européens. Et là, on parle de plusieurs gigas, mais ça reste quand même pas beaucoup si on se dit que demain, il y a 10 millions de véhicules en France. On va supposer à peu près autant dans chaque pays limitrophe. Le deuxième point, c'est que je l'ai oublié. Mais voilà, on mise pas tout sur ce marché-là, ce que je disais tout à l'heure. On a aussi une valeur capacité, on a une valeur énergie, on a une valeur client. Et à la fin, ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on répartit les différentes forces nécessaires pour avoir un dispositif complet qui permet d'adresser, et à la fin, on fait une analyse coût-bénéfice entre aller chercher telle valeur versus le coût nécessaire pour aller chercher. Et donc, il n'y a pas des impacts qu'au niveau de la voiture. Il y en a évidemment énormément. Il y en a sur la borne, mais il y en a aussi dans le système d'information. Et à la fin, pour répondre à votre question, sur un marché limité, mais qui est quand même très important, mais sur un marché limité, à la fin, ce qui est le plus important, c'est pas que c'est un marché limité, c'est que si pour aller chercher 150 euros de valeur, il y a 5 euros dans le véhicule, 10 euros dans la borne et 400 euros dans le système d'information,
bah, je pense qu'à la fin, on aura juste fait une petite addition et une soustraction, et si à la fin, on n'est pas dans les clous, bah, ce sera un enseignement. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'indépendamment de cet enseignement, on a besoin aujourd'hui d'avoir un cadre réglementaire qui aujourd'hui ne permet pas d'aller chercher cette valeur-là. Aujourd'hui, aller chercher le réglage fréquence avec un véhicule électrique, sans rajouter des coûts, notamment de mesures plus que ce que fait le compteur ou plus que ce que fait la voiture, ça vient empiler des coûts supplémentaires, donc ça vient encore plus disqualifier ce dispositif-là. Ajouter un point ici, c'est que oui, le marché de réserve primaire est un marché limité. 3 gigawatts Europe, je pense. Voilà. Donc votre remarque est tout à fait valable. Il y a des expérimentations et c'est très bien, et on va débloquer à la fois les points techniques et les points réglementaires. Le principal impact des véhicules électriques au niveau local, ça, je pense que tout le monde est conscient de ça, d'abord au niveau local avant d'être au niveau national. Donc, le véhicule électrique apportera un certain nombre de services tels que le réglage de réserve pour RTE, mais quelle valeur il a localement pour les gestionnaires de réseaux de distribution. Ça, c'est vraiment important. Parce que là, on a... Pardon. C'est là où on pourra éviter des investissements supplémentaires, c'est là où on évitera d'installer des câbles supplémentaires, c'est là où on évitera d'installer des transfos supplémentaires. Donc il faut qu'on travaille tous ensemble aussi sur ce fameux marché local. Comment il peut exister? Est-ce qu'un marché fluide est liquide, aussi liquide en tout cas que le marché de réserve primaire fait sens? Oui, non. Mais n'oublions pas non plus ce point-là. Une fois que le véhicule sera bidirectionnel, et je parle bien du véhicule qui le permettra, parce qu'on pense qu'effectivement, pour réduire les coûts, si la transformation entre le courant continu et le courant alternatif se fait à l'intérieur de la voiture, parce qu'un euro est un euro dans le domaine de l'automobile, eh ben, on sera beaucoup plus, on sera vraiment gagnant, et là, on limitera les coûts. Une fois que la voiture sera bidirectionnelle, qu'il saura répondre à des sollicitations tous les 3 secondes, effectivement, il sera tout à fait prêt pour répondre aussi au marché local d'électricité. Et on espère que ce marché-là va vraiment naître. Avec ou sans un turpe local. Il y avait Monsieur Jarry, Grégory, qui avait une question. Devant. Oui, bonsoir, Grégory Jarry, Accenture. En fait, j'ai 2 questions. La première concerne le parc de véhicules existants. Est-ce que, avec les 100 000 Zoé et les quelques milliers d'autres véhicules, il est déjà possible de faire du smart charging, du véhicule to home? Et le cas échéant, avez-vous vu des petits malins qui font, au même titre que pour l'autoconsommation, de manière sauvage, du véhicule to home et des optimisations tarifaires personnelles? Et la deuxième question concerne la valorisation de la flexibilité du véhicule électrique sur les marchés, puisque c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé aujourd'hui. Est-ce que vous avez identifié des services fondamentalement nouveaux que le véhicule électrique peut apporter, ou est-ce qu'au final, le véhicule électrique, c'est une flexibilité distribuée au même titre que mon chauffage électrique ou ma climatisation, et qui pose des questions aujourd'hui? Je vais vous le laisser. Alors, sur les véhicules électriques aujourd'hui sur le parc roulant, que ce soit en France ou en Europe, moi, si je parle pour Renault, il n'y a pas de possibilité de bidirectionnalité aujourd'hui. En revanche, oui, il y a des petits malins qui s'amusent à récupérer les informations de la voiture pour faire de la recharge intelligente ou de la recharge, je ne sais comment. Mais on n'a pas tellement de visibilité là-dessus. Donc, ça, c'est pas très important. Je vais vous dire, plus les gens expérimentent, et mieux c'est. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, déjà, la Zoé, vous pouvez la charger au bon moment. Il y a un planificateur dans la voiture que vous pouvez définir. Et ça, c'est valable partout en Europe, dans toutes les voitures. Et vous pouvez donc charger aux heures creuses si vous souhaitez charger aux heures creuses. Et je pense qu'aujourd'hui, ça suffit largement. Mais sur le sujet bidirectionnalité, on travaille dessus afin que les voitures puissent apporter cette solution de bidirectionnalité. Sur la deuxième question, qui n'est pas facile,
Une voiture électrique, c'est à la fois un ballon d'eau chaude, parce qu'il y a une capacité de stockage, et un chauffage électrique, parce que ça peut s'allumer, s'éteindre plein de fois, et surtout, ça peut être prévisible comme un cycle de chauffe d'une résistance électrique. Donc, par rapport à ce qui peut se passer dans le logement, quelque part, c'est l'un plus l'autre, mais c'est des cas d'usage qu'on connaît déjà. La différence, c'est que c'est une voiture, et donc il y a aussi la notion de mobilité, et notamment ce que je disais tout à l'heure, un véhicule qui arrive déjà chargé, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on réinjecte ? Comment est-ce qu'on traite l'énergie qui a été pas prise à cet endroit-là, mais qui a été prise ailleurs et qui est ramenée à cet endroit-là ? Voilà, et c'est des cas d'usage qui sont nouveaux, mais liés à la mobilité, pas liés à ce qui se passe dans le logement. Quelque part, en véhicule to home, c'est un peu la même chose que chauffage plus eau chaude. À la différence près qu'on ne peut pas vraiment rebasculer une charge de chauffage sur votre micro-ondes parce que voilà, ça ne marche pas vraiment l'aspect autoconsommation. Mais si on rajoute l'autoconsommation, voilà, on a aujourd'hui déjà les cas d'usage, ballon d'eau chaude, chauffage et autoconsommation qu'on connaît déjà dans le logement. Mais par contre, il y a une dimension mobilité qui est qu'est-ce qu'on fait en mobilité, comment est-ce qu'on traite l'information, comment est-ce qu'on récupère l'information du fait que la batterie elle est déjà potentiellement chargée. Est-ce qu'on on peut même imaginer d'aller jusqu'à recharger plus en mobilité pour avoir plus de flexibilité, plus de potentiel dans le logement parce qu'on en aura plus besoin, etc. Donc voilà, il y a un peu cette logique de qu'est-ce qui se passe en dehors du logement qu'on ramène en termes de flexibilité dans le logement. En termes de bandits ou de petits malins, si vous vous promenez sur les forums de discussion, vous verrez qu'il y a plein de manières d'être smart. Certains se sont spécialisés dans aller se recharger dans les supermarchés gratuitement pour ensuite utiliser une box maison pour consommer localement. Et donc, c'est l'électricité casino qui sert à alimenter la maison. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit d'une légalité absolue. Je ne suis pas sûr que ce soit très souhaitable pour le financement des tarifs à long terme. Mais on est en France, donc avant qu'on ait réussi à faire que Canal+ soit payant, il était de coutume de bricoler une boîte dont le Canard enchaîné avait publié les schémas, et donc tout petit électronicien de base s'amusait à faire son décodeur pirate. Donc il y a une tradition. Donc si vous allez sur les forums, vous verrez que cette tradition perdure. Et après, juste un point, mais je pense que c'est peut-être ce que vous alliez dire. C'est quelque chose qu'on a déjà un tout petit peu vu il y a quelques temps, pas quelques années, mais quelques temps, sur l'autoconsommation résidentielle. Avant justement qu'il y ait un cadre, on pouvait avoir une crainte de déploiement un peu anarchique de ce qui se passait en aval compteur. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est pertinent d'avoir mis un cadre simple et vertueux à l'autoconsommation, en l'occurrence résidentielle. Après, il y a encore des choses à faire sur d'autres segments de marché, notamment le collectif, sur l'autoconsommation, encore plus sur le véhicule électrique. Mais donc voilà, oui, ça, c'est un sujet. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup encore de véhicules en circulation et donc encore moins de petits malins qui font ça. Mais c'est aussi pour ça qu'il est important de mettre en place un cadre réglementaire pertinent. Merci. Je vais demander à Domitil de bien vouloir conclure ce forum, puisqu'on arrive au terme de notre soirée. Mais je voulais simplement vous remercier tous de votre présence et de votre participation et de vous souhaiter surtout à très bientôt, puisque nous serons amenés à discuter de nouveau et de manière approfondie tous ces sujets dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Et puis remercier tout particulièrement nos intervenants de ce soir qui nous ont permis par leur propre expérience d'illustrer les enjeux pour aujourd'hui et pour demain. Merci à tous. Pour conclure... J'ai oublié un truc. Voilà, oui, un dernier mot. Donc vous retrouverez l'enregistrement de ce forum sur notre site internet smartgrid-cree.fr. Bien entendu, le dossier concernant le véhicule électrique sera remis à jour avec ces interventions. Nous comptons également sur vos contributions pour animer ce site. Donc si vous avez des expérimentations, faites-nous savoir et on les mettra bien entendu en ligne sur notre site internet. Je ne vais pas laisser Didier avoir le dernier mot. Et par ailleurs... Oui, madame la chef de la direction des réseaux. Monsieur le chef du département. Par ailleurs, la CRE a lancé aujourd'hui
son blog sur le véhicule électrique. Donc c'est une page dédiée du blog de la Creux, sur lequel nous essaierons donc d'abord vous donner toutes les informations sur les travaux à venir et les process, et où également nous souhaiterions avoir des témoignages d'acteurs de manière régulière. Donc n'hésitez pas à nous faire part si vous êtes intéressé à contribuer sur ce blog, ce sera avec plaisir. Et bien sûr, allez le consulter. Merci à tous. Bon retour.